Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et là aujourd'hui je suis avec Laura qui est partie en PVT Nouvelle-Zélande. Salut Laura. Salut. Donc alors tu es actuellement t'es où en fait là? Alors là, je suis revenue de mon voyage parce que depuis 3 mois et donc du coup, je suis à Grenoble dans ma ville natale avec les montagnes, voilà. Ça fait 3 mois que je suis rentrée. D'accord, alors comme des milliers de Français, hein, elle a décidé de partir pas en PVT Australie mais en PVT Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande qui est bien sûr à côté de l'Australie, c'est pas le même climat, c'est plus l'ambiance nature, la montagne, la neige. Alors pourquoi être partie en Nouvelle-Zélande? Parce qu'on avait un besoin de couper avec notre vie citadine et c'est pour ça qu'on a choisi ce pays. J'avais des amis qui étaient partis en Nouvelle-Zélande et c'est vrai qu'en voyant des photos, les paysages, on a trouvé un peu ce qu'on recherchait, c'est-à-dire la nature, comme tu l'as dit, les montagnes, des vastes paysages. Et c'est pour ça qu'on a choisi la Nouvelle-Zélande. Très bien. Alors t'es partie en quelle année? De 2017 à 2018, donc au mois de mai 2017. Donc on est arrivé là-bas au début de l'hiver, D'accord, ça en marche. Nouvelle-Zélande. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que les préparatifs sont compliqués? T'avais un gros budget? Raconte-nous un petit peu. Alors ouais, j'avais un bon budget parce que voilà, j'avais travaillé pendant mes études, puis un petit peu avant de partir. Donc j'avais réussi à mettre de l'argent de côté. Et les préparations, plus compliqué, ça a été finalement de partir. Après, tout va tout seul. C'est pas si Voilà, compliqué que ça sur place. ouais. C'est un peu les barrières qu'on se met dans la tête. Donc après, il y a quand même vachement de contenu, comme ton blog par exemple, qui permettent d'aider les voyageurs à partir. Donc il n'y a pas eu de grandes difficultés, juste de l'appréhension. Voilà. Ouais, voilà. Voilà, comme on dit, le plus dur, c'est de prendre la décision de partir, et après, le plus dur est fait. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin d'avoir un gros budget. Je dirais qu'un budget de l'ordre de 3 à 4 000 euros une fois sur place, ça suffit amplement pour commencer un PVT en Nouvelle-Zélande. Le coût de la vie est quand même assez élevé, attention. Mais après, l'objectif, je vous conseille sincèrement d'acheter un véhicule, que ce soit en Australie ou en Nouvelle-Zélande. C'est une stratégie qui est pour moi la plus intéressante, sauf si vous avez des compétences plutôt manuelles dans les villes où vous êtes bilingue en anglais, donc vous pouvez travailler en ville. Mais pour la majorité des backpackers, je vous conseille d'arriver en Nouvelle-Zélande et d'acheter un véhicule. Alors, tu es arrivé dans quelle ville en Nouvelle-Zélande? Auckland. Comme la Auckland, plupart des backpackers. voilà, donc Auckland, le classique, tout au nord de la Nouvelle-Zélande du Nord. Donc, Ouais. voilà, c'est pas la capitale. Peut-être que les gens ne sont peut-être pas encore au courant en 2018. Voilà, Wellington étant la capitale. Alors Laura, une fois sur place, tu as fait, il y a sûrement des démarches. Raconte-nous un petit peu les premiers jours. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Il y a des petits vices cachés, des petites arnaques. Raconte-nous un petit peu. Alors, ce qui a été un petit peu compliqué pour nous et pour d'autres backpackers, c'était d'ouvrir un compte en banque pour pouvoir faire sa demande d'IRD, qui permet de travailler en Nouvelle-Zélande. Et pour ouvrir son compte en banque, en fait, aujourd'hui, on nous demande un justificatif de domicile, comme quoi on vit bien en Nouvelle-Zélande. Sauf que quand on arrive pour faire un PVT, c'est bizarre en fait d'avoir un justificatif de domicile. Du coup, la plupart des gens passent par les auberges de jeunesse. D'accord. Certaines auberges de jeunesse font payer en fait le papier pour prouver qu'on habite bien en Nouvelle-Zélande. Seulement, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait décidé de rester pas longtemps en auberge de jeunesse et ensuite de partir dans une famille. Et donc, l'auberge a refusé de nous justifier en fait qu'on dormait, qu'on habitait en fait en Nouvelle-Zélande. Même si c'est un peu paradoxal parce que personne n'habite en Nouvelle-Zélande en tant que backpacker. Du coup, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on est passé par un site internet qui s'appelle Homestay. C'est un petit peu un Airbnb, ce qui permet de pouvoir dormir chez l'habitant. Et on est tombé dans une famille de Kiwis. Donc, les Kiwis, les habitants de la Nouvelle-Zélande, extraordinaires, qui nous a vraiment aidés dans toutes nos démarches. Donc, que ce soit la demande d'IRD, que ce soit pour de l'ouverture de compte en banque et justement d'avoir ce justificatif. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'il y a quand même plusieurs problèmes par rapport à ça, même en passant par Airbnb aujourd'hui. Les banques n'acceptent plus le justificatif. Donc, c'est vrai que c'est bien d'arriver dans une famille, en fait, qui fait un papier écrit comme quoi on habite bien chez eux. D'accord. Voilà. Alors, pour la majorité des backpackers, justement, qui arrivent dans les auberges jeunesse, comment ils font ces gens-là? Du coup, ils sont bloqués? Ils ne sont pas forcément bloqués s'ils restent une semaine, 2 semaines. Nous, le problème, c'est qu'on restait 3 jours. D'accord, ok. Donc je pense que pour l'auberge de jeunesse, ça ne faisait pas assez d'argent. D'accord. Donc, ce que vous dit Laura, c'est de rester un minimum dans votre auberge jeunesse entre une dizaine de jours. C'est de toute façon, c'est ce que je conseille au départ pour vous imprégner un peu de la culture, éventuellement commencer à rechercher un boulot ou même un van ou pour faire du road trip, donc à vivre dans une voiture familiale. Donc tu as fait de homestay au départ. Donc le homestay, c'est une sorte de Airbnb mais plutôt familial, c'est ça?
Voilà, donc nous on est tombé vraiment dans une famille. Après, j'imagine qu'il y a peut-être un peu de tout sur le site internet, mais c'est plus axé normalement sur le partage. Et c'était beaucoup moins cher qu'une auberge de jeunesse. Parce que nous on était en couple en Nouvelle-Zélande, les auberges de jeunesse, même si on dort en dortoir et qu'on paye par personne, ça revient vraiment beaucoup plus cher. Là, on payait $14 la nuit par personne et on a pu se faire des amis. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, ce que dit Laura, c'est que ça peut être une stratégie totalement judicieuse de commencer chez des locaux, donc soit en LPX, soit en homestay, soit en workaway, pour pouvoir vous imprégner de la culture, parler anglais et surtout bénéficier des conseils des locaux et aussi s'étoffer un réseau. Genre, je le dis souvent, mais le réseau est votre meilleure arme quand vous partez en PVT Océanie, parce que vous allez tisser un réseau, la personne va vous recommander un fermier, etc. Ça marche toujours comme ça. Vous pouvez dire vous pouvez penser ce que vous voulez, ça marche essentiellement comme ça. Donc, comment ça s'est passé? Une fois que tu avais fait tes jours chez ta famille, vous avez acheté un van? Ouais, on a acheté un van self-contained, ce qui permet de dormir gratuitement dans la plupart, de partout en Nouvelle-Zélande en fait, concrètement, à part à certaines villes qui sont un peu contre le freedom camping, mais voilà. Moi, je préconise vraiment d'acheter un van self-contained, surtout quand on est en couple, si on veut vraiment voyager en Nouvelle-Zélande. Ça permet vraiment de diminuer aussi le budget de l'habitation, parce que du coup, on paye rien, on n'a plus que notre van, voilà. Voilà. Quand vous allez arriver en Nouvelle-Zélande et que vous voulez acheter un van, soit vous êtes self-contained, soit vous l'êtes pas. Le problème, c'est que si vous n'avez pas la licence, vous allez être limité pour dormir dans les free camps, dans les restarias, et ça peut poser des problèmes au niveau des amendes. Voilà, donc méfiez-vous par rapport à ça. Il est conseillé d'avoir ce label. Si vous n'avez pas ce label, vous pouvez passer ce label, donc ça vous devez renseigner. Il faut avoir juste un système d'évacuation d'eau en autonomie et les toilettes chimiques. Donc c'était un véhicule qui était un van. C'était quoi comme véhicule? C'était un van, ouais, un Nissan Caravan. Voilà. Un petit van. Très bien. Alors, comment ça s'est passé? Une fois que tu étais en Nouvelle-Zélande, tu as ton van. Comment savoir où il y a du travail? Comment ça s'est passé? On est d'abord parti voyager un mois. Donc on a fait toute la pointe, le Northland de la Nouvelle-Zélande, et en fait on a simplement suivi les saisons par rapport au travail pour trouver du boulot dans les fruits, de manière générale les fruits et légumes. D'accord. Donc là nous on est arrivé l'hiver, on savait qu'en mars-avril il y avait le picking de kiwi. Donc on s'est dirigé vers la région justement qui faisait beaucoup de picking de kiwi, qui est Bay of Plenty, donc la ville de Tauranga. Et en fait en arrivant là-bas on nous a dit que c'était fini. Le picking de kiwi était fini. Donc voilà, pas de bol, mais par contre, il y avait le packing et on a pu trouver un boulot en une journée. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc tout simplement, renseignez-vous au niveau des saisons, il faut anticiper. Pour les saisons, comment tu t'es renseigné? Tu as regardé un petit peu sur Internet? Ouais, j'ai regardé sur Internet et il y a un site qui s'appelle Pick the World, il me semble, c'est Pick the World. Pick the World, oui. Qui en fait référence tous les pack-house, les orchards, etc. Enfin, avec les adresses. Voilà. Donc après, nous, on a juste tapé aux portes parce qu'il y a beaucoup. Enfin, je sais pas si on peut placer des arnaques, mais voilà, il y a quelques trucs en Nouvelle-Zélande qui sont pas très cool pour les backpackers. Voilà, donc méfiez-vous, comme a dit Laura, lorsque vous décrochez un boulot, ne vous enflammez pas. Des fois, les fermiers vont dire qu'il y a du travail alors que les fruits sont pas mûrs, ou qu'il y a du travail, mais vous avez affaire aux fameux contracteurs, et ça j'insiste. C'est ça, ouais. Depuis maintenant 6 ans sur ma chaîne YouTube, on a beau dire ce qu'on a beau dire, les contracteurs, pour moi, c'est un système qui est vraiment problématique, car le contracteur va vous prendre le part du fromage, donc c'est juste un intermédiaire entre le fermier et le ramasseur, donc le piqueur ou le packer. Donc évitez les contracteurs, travaillez directement par le fermier et surtout, s'il n'y a pas de contrat signé, il n'y a pas vraiment de feuilles de signer, etc., c'est souvent les contracteurs. Et ça, c'est un vrai problème. Et il y a un autre problème maintenant aujourd'hui, c'est les auberges de jeunesse qui proposent en fait aux backpackers de prendre une chambre obligatoirement chez eux en échange de leur trouver un travail. D'accord. Sauf qu'il n'y a pas forcément du travail derrière. Voilà, donc ce qu'est en train de vous dire Laura, ça c'est un système qui est en tout cas bien développé dans la niche où je suis vraiment spécialisé, c'est-à-dire donc, en Australie. Dans la partie Nouvelle-Zélande, il y a aussi les working hostels. Alors, je ne sais pas si on l'appelait working hostel. C'est quoi? C'est vraiment travailler. Le working hostel, c'est vraiment l'auberge jeunesse où on te dit voilà, tu viens chez moi, tu as un travail, il faut que tu prennes l'hébergement. C'est le working hostel. Oui. C'est ça, voilà, c'est ça. D'accord. Donc en Nouvelle-Zélande, il y a aussi, je l'apprends en direct, je ne savais pas qu'il y avait les working hostels. Et ça, c'est un problème vraiment parce qu'on paye souvent cher, les plans ne sont pas super bons.
Tout à l'heure, j'avais une interview avec Ravel qui était en Australie et il m'expliquait qu'il avait bossé, il était nourri, logé, blanchi. Donc, si vous trouvez des bons plans, vous pouvez même squeezer cette partie. Normalement, lorsqu'on travaille en ferme, on met le véhicule dans la ferme et on paye quelques dizaines de dollars. Alors, toi, tu logeais comment dans ta ferme? Moi, je logeais dans mon van, ou alors il y a une fois, on s'est posé dans un camping parce qu'il était vraiment pas cher. Et là, on logeait dans une caravane. D'accord. Voilà. Mais je veux dire, quand tu étais posé dans ce packing là de kiwi, Ouais. tu mettais ton van dans la rue comme ça ou enfin... Non, 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 non. Là, pour le coup, on avait pris un camping justement où on louait une caravane parce que c'était en plein hiver. Voilà, c'était plus pratique à un moment de D'accord. poser. T'avais Mais voilà. un pied à terre, tu louais une caravane dans un camping et après Voilà, t'allais avec ton van tous les jours dans cette ferme. c'est ça. D'accord. Alors, le premier job, un packing de kiwi, tu as trouvé très facilement. Oui, Il y a une part de chance, il y a une part de réussite. On peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux. Quand on veut, on peut en Océanie. Il y a du travail pour tout le monde. Je dirais qu'en ouais. Nouvelle-Zélande, c'est encore plus facile qu'en Australie. Il y a moins de concurrence de ce que je ressens sur les réseaux sociaux. Après, c'est pas facile en soi. Il faut se laisser du temps. Je voulais dire un truc, Laurent. On a eu une galère en fait par le boulot. C'est pas tant de trouver du boulot, hein, ça c'est facile en une journée, hein, c'est possible. C'est juste un moment, on a une période où justement on était embauché sur un contrat et on ne nous faisait pas travailler. Et dans les clauses de notre contrat, ils n'étaient pas obligés de nous faire travailler parce que la saison, en fait, c'est la saison de repacking, donc le tri de qualité de kiwi n'était pas commencé. Sauf qu'en fait, ils gardent les backpackers sous le coude pour au moment où il y a du travail. Et là, on se retrouve dans un truc où on n'a pas de boulot, on ne sait pas trop s'il faut bouger ou pas. Si on bouge, on dépense de l'argent. Enfin voilà. Donc ça, c'était des trucs un peu pas cool qui nous est arrivé, mais c'est pas grave. En final, ça s'est débloqué et on a pu travailler. Voilà, ça j'insiste vraiment et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo qui s'appelle le top 5 des arnaques en ferme en Australie. C'est-à-dire qu'en gros, on vous dit voilà, il y a du travail, viens chez moi. Sauf qu'en fait, les fruits, c'est des billes, ils sont pas mûrs. Donc regardez, allez vraiment dans la ferme, regardez les fruits s'ils sont mûrs, tout simplement. Ne vous faites pas malheureusement un petit peu endormir par les fermiers. Hein. Ça part peut-être d'un Là, bon c'était en usine, hein, du coup. Hein, c'était le pack house. Le pack pack house, house. c'est l'usine d'empaquement de kiwi. Ah oui, mais le pack Donc house. voilà. Et donc, alors, tu gagnais combien de l'heure en Nouvelle-Zélande dans ton boulot? C'était le minimum wage et C'était de l'ordre de 15,75, il me semble. 15,75, voilà, c'est à peu Ouais. près ça. C'est la moyenne aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Il y a bon, ça évolue bien Ça a sûr. augmenté hein, cette année, je crois. Hein, mais, Voilà, en tout cas, à prendre des pincettes. En tout cas, en 2017-2018, Laura est en train de nous dire qu'elle a gagné entre 15 et 75. Donc, cette vidéo, si vous tombez sur YouTube et que vous êtes dans cette vidéo dans quelques années, sachez qu'en tout cas, ça peut évoluer, mais c'est de l'ordre de 16 dollars de l'heure. Alors, en Nouvelle-Zélande, l'avantage, c'est que quand on travaille, on peut toucher ces fameux tax returns, on en viendra plus tard, mais sachez qu'on peut toucher vos tax returns, donc ça, c'est quand même un petit plus. Contrairement à l'Australie où il n'y a plus les tax returns depuis le 1er janvier 2017. Donc c'est un petit plus. Donc finalement, 15,50, c'est pas extraordinaire, mais vu qu'on peut récupérer ces taxes, bon, ça fait un petit plus juste après. Alors, dans ton packing, je suppose que tu faisais du sorting de kiwi? Du sealing Qu'est-ce que tu as dit? En fait, alors, dans ton packing de kiwi, Laura, tu fais quoi concrètement? Je empaquetais les kiwis dans des cartons et après on les empilait sur des palettes qui étaient mis dans des réfrigérateurs en attente d'être commandés. D'accord, tout simplement. Donc la tâche n'était pas compliquée. Ah non, non, c'était pas compliqué. C'était difficile parce que c'était des gros volumes horaires, hein. On faisait de 10 à 12 heures par jour. Donc c'était conséquent quand même. Dans une usine où voilà, il n'y a pas vraiment le confort de travail qu'on peut avoir en France, hein, faut quand même le préciser. Il n'y a pas la bonne ambiance non plus. Enfin, c'était pas une expérience très simple psychologique. De toute façon, voilà, comme en train de vous dire Laura, il y a beaucoup de. En Océanie, on peut faire beaucoup d'heures et on peut se faire aussi pas mal d'argent. J'ai envie de te dire, la meilleure stratégie, c'est vraiment travailler dur sur des périodes courtes. Comme ça, on fait un max de pognon et on peut être beaucoup plus libre après que travailler sur des petits modules et au final, tu remportes que le problème. Donc, quand tu trouves un bon plan, en tout cas en Océanie, c'est bien de l'user jusqu'à la moelle et après de partir pendant plusieurs mois et faire du road trip parce qu'un road trip en Nouvelle-Zélande, ça coûte quand même assez cher. Donc, tu es resté combien de temps dans ce packing de kiwi? En tout, j'ai changé 2 fois d'entreprise. On a fait 2 mois. 2 mois, très bien. 2 mois. Voilà, 2 mois. Donc, c'est très bien. Ça permet de mettre de côté. Donc voilà. Donc Bay of Plenty. Donc, vous verrez sur la carte dans le montage vidéo. Donc, vous êtes en train de le regarder actuellement. Bay of Plenty, c'est vraiment au nord, sur la partie est d'Auckland, hein, donc pas loin des Coromandel.
Donc, la Nouvelle-Zélande, il faut savoir que les distances ne sont pas immenses, mais par contre, on passe beaucoup de temps à faire de la route, contrairement à l'Australie. Donc, vous ne faites pas avoir par rapport à ça. Évitez de rouler la nuit. Bon, ça, on en a déjà parlé. Bon, même s'il n'y a pas les kangourous, on peut avoir des animaux. Non, voilà. Des vaches, ouais. Voilà, des vaches, des moutons, comme on dit. Bon, malheureusement, ça peut arriver. Ouais. Alors, une fois que tu avais travaillé donc, ces 2 mois de kiwi, comment ça s'est passé? Vous avez repris la route? Oui, on a repris la route. On a visité tout le reste de l'île du Nord. Hein. On est passé par Rotorua, le Tongariro. On est descendu jusqu'à Napier, Wellington. Mais ensuite, on s'est reposé chez un ami qui va faire un work visa parce qu'il est cavalier. Et du coup, on s'est posé chez son patron et on a fait un woofing pour lui. D'accord. Pendant un mois, ouais. Voilà, donc le woofing, pour rappel, c'est vous travaillez quelques heures par jour, matin ou soir ou après-midi. Et en fait, vous êtes nourri, logé, blanchi. C'est un système qui est très intéressant. Même si vous n'en gagnez pas, vous n'en dépensez pas. Et la meilleure façon de gagner de l'argent, c'est de ne pas en dépenser. Donc, c'est un système qui est génial, qui est très développé dans le monde entier. Alors, selon certains pays, bien sûr. Mais voilà, LPX Woofing, en tout cas, c'est très bien. Surtout sur des périodes, des fois, on a besoin un peu de confort, un peu d'eau chaude. Ça peut très bien se comprendre et ça permet aussi d'être au contact des locaux. Hein, c'est un avantage. C'est ça, ouais. Donc, ça permet vraiment de découvrir les locaux de Nouvelle-Zélande. Et du coup, est-ce que tu t'es dirigé vers l'île Sud alors? Ouais, donc juste après ça, on a pris notre petit ferry. Il faut prendre le ferry avec le van. Donc, comment ça se passe? Tu mets Ouais, c'est très simple. Il faut prendre le ticket sur Internet, on arrive avec son van, on le pose et après on attend. C'est pas long, c'est 2 heures. 2 heures, ouais, de ferry. 3 heures, ouais, de 3 heures. 3 heures. Donc, et donc après, on arrive dans la ville de Picton. Et après, comment ça se passe? Quand tu arrives à Picton, tu as pris la route, tu as fait du road trip? Ouais, on a pris la route direction du coup la région d'Abel-Tasman. On a décidé un peu de retravailler un petit peu notre dernier boulot qu'on a fait. On a bossé pas longtemps, on a bossé 2 semaines. Une partie dans un orchard de kiwi, on faisait du seeding, donc on coupait les petits bulbes des kiwis pour qu'ils repoussent, pour qu'il n'y en ait qu'un qui repousse et que ça soit un gros fruit. C'était un travail pas désagréable. En plus, c'était biologique, donc voilà, c'était plutôt cool. Et ensuite, on a bossé dans une serre à tomates et à concombres où là, on faisait un peu de tout, mais on a été contact des pesticides, donc on a vite arrêté ce travail. D'accord. Parce qu'on a bien ressenti les effets. D'accord. Voilà. Donc tu as travaillé la partie nord d'Abel-Tasman, comme vous êtes en train de voir sur la vidéo. Donc, c'est situé vraiment au nord. Hein, c'est la partie la plus paradisiaque de la Nouvelle-Zélande, connue pour ses plages paradisiaques, pour son trek, qui est vraiment exceptionnel. Donc après, tu as décidé de reprendre la route, je suppose, en direction de Christchurch, c'est ça, par la côte est? À la base, c'est pas ce qu'on avait prévu, mais on a crashé notre drone en Nouvelle-Zélande, notre premier drone. Donc, on est parti à Christchurch, oui, directement. Ça a été un peu un changement de situation. Donc, du coup, racheter un deuxième drone, quoi. Ouais, voir si on pouvait le réparer déjà, et puis d'essayer de sauver le bébé, quoi. Ah, ça peut. Ça peut arriver, hein, malheureusement. Ouais, ça arrive très facilement. Et ouais, donc on est reparti à Christchurch. Mais pour revenir sur Abel-Tasman, c'est une région qui est super intéressante puisqu'il y a vachement de communautés je sais pas si on peut appeler hippies, mais voilà, il y a des communautés qui vivent vraiment un peu en autarcie. Et du coup, il y a vachement de choses qui sont développées comme des jardins collaboratifs. Donc, c'est ce qu'on a pu faire. Donc, on allait le dimanche, on bossait 2 heures et en échange, on avait des gros sacs de fruits et légumes gratuits. D'accord, c'est bien. C'est vrai que c'est super, c'est cool. Voilà. C'est super ça. Donc, c'est où ça? C'est dans la région d'Abel-Tasman. Là où c'était à Motueka, on a pu faire le jardin. D'accord. Oui, Motueka qui est un spot exceptionnel pour le saut en parachute notamment. Ouais. Et du coup, voilà, dans cette région. D'accord. Excellent. D'accord, excellent. Donc voilà, travail un petit peu de volontariat, super intéressant. Et donc. Et du coup, pour Christchurch, Voilà, Christchurch. Et en fait, est-ce que tu as vraiment senti une différence entre l'île Sud et l'île Nord, au niveau des paysages, au niveau de la culture? Ouais, au niveau des paysages complètement, parce qu'il y a beaucoup moins de monde. Déjà, la population de Nouvelle-Zélande, elle est en majorité dans l'île du Nord, donc ça fait vraiment des paysages très vastes qui sont pas abîmés par l'homme. Mais aussi au niveau des gens, de l'accent, on a trouvé les gens un peu plus peace en fait dans l'île du Sud, dans le sens où les gens prenaient plus le temps pour nous parler, ils parlaient moins vite, l'accent était moins dur à comprendre, etc. dans l'île du Sud. Voilà. Donc oui, il y a une différence. Je pense que citadin dans l'île du Nord. Laura a tout résumé. Alors la densité en Nouvelle-Zélande elle reste très faible. Hein. On parle
d'une quinzaine d'habitants au kilomètre carré, hein, mais la densité dans l'île du Sud, c'est la même densité que la densité en Australie, c'est-à-dire environ 3 habitants au kilomètre carré. Et on aime bien dire qu'il y a plus de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande au passage. Donc, la Nouvelle-Zélande du Sud, vraiment ce côté nature, ce côté trek, ce côté glacier, ce côté froid, ce côté neige. Du coup, tu as pu goûter un petit peu à la neige en Nouvelle-Zélande, du coup, du Sud? Ouais, l'île du Sud, non, bah, à part à Mont Cook où oui, effectivement, il y avait les glaciers, mais là, c'était durant l'été, donc c'était un La petit peu neige éternelle, ouais. Voilà. Mais par contre, on est au Tongariro en plein hiver. On a Oui, pu voir la neige, Tongariro. À Tongariro, dans à Tongariro, il y a des stations de ski. Hein, oui, Ouais. Ouais, on n'a pas pu faire de ski parce que c'était beaucoup trop cher pour notre petit budget, mais voilà. On peut d'accord. faire du ski en Nouvelle-Zélande, mais voilà, moi, je fais un petit bonhomme de neige et marcher dans la neige. C'est exactement. Le bonheur est simple. Alors, concrètement, on va parler maintenant du coût de la vie en Nouvelle-Zélande. Il y a des gens, on entend un petit peu de tout. C'est bien de mettre les choses à plat. Est-ce que tu penses vraiment que le coût de la en Nouvelle-Zélande, le coût de la vie est assez élevé par rapport à la France? Non, il est assez élevé parce qu'on voyage, parce qu'on travaille pas, parce qu'on du coup on n'a pas forcément une rentrée d'argent qui est quotidienne. Voilà. Après, il y a des moyens pour vivre pour moins cher. Nous, c'est vraiment pas privé. On a fait des belles activités. On vivait pour 800-900 euros par mois à deux. Oui, voilà, d'accord. Ok. Mais on s'est pas privé. Je veux dire, on peut descendre à 500 si tu veux. Il y a des amis qui étaient vraiment très économes. Ils étaient à 500 euros par mois à deux, quoi. Donc c'est possible de vivre pour pas cher. Comme je t'ai dit, il y a quand même des systèmes alternatifs pour manger mieux. Beaucoup de gens vont dans les grandes surfaces et c'est là où les prix sont le plus chers. Ouais. Et après on a fait des choix, on a mangé moins de viande parce que voilà, la viande était très chère en Nouvelle-Zélande. Enfin voilà, il y a des choix à faire. Et après au niveau de la ville, de la fête, etc. C'est vrai que si on vit en ville en Nouvelle-Zélande, on va passer une bonne partie de son budget là-bas. Voilà, exactement. Alors, si je peux rajouter un truc, personnellement, c'est sûr que ce que je pense, c'est que quand on travaille, tout de suite, bah, on a des rentrées, donc forcément, quand on gagne 15 dollars de l'heure, bah, c'est quand même au-dessus du salaire en France, globalement. C'est pas un salaire extraordinaire, mais quand même, il y a des rentrées qui sont quand même plus importantes. Je dirais que la nourriture, que ce soit en Australie, pour faire le parallélisme, je pense que voilà, le coût de la vie est quand même assez élevé en termes de nourriture. Si on veut bien manger dans les supermarchés, Voilà, c'est ça, si on veut prendre des produits, on va dire européens, ça va coûter très cher. Si on fume, ça coûte cher. Si on boit, ça coûte cher. Mais comme le dit Laura, si on fait finalement toute cette partie tabac à l'école, on met de côté. Et en effet, je te confirme, 900 euros par mois pour deux, c'est un budget qui me semble totalement réaliste. Ça fait près de 1500 dollars. Alors, bien sûr, on parle vraiment du coût de la vie, des petites dépenses au quotidien. Là, on ne parle pas de location de van. On parle vraiment, on est propriétaire, on dépense un petit peu pour acheter à manger, un peu d'essence. Alors, juste pour ajouter, l'essence, c'est quand même pas donné en Nouvelle-Zélande. Hein. c'est beaucoup moins cher qu'en France, par contre. Alors, dans la partie sud, j'ai trouvé quand même que l'essence était quand même chère. Ouais, mais ça va. Enfin, après, moi, je suis au diesel, donc après, on paye les taxes, mais ça revient à peu près équivalent au prix de l'essence. Mais si tu fais la conversion, ouais. Si tu fais la conversion, ça se discute, mais globalement, c'est sûr que quand on est dans l'île sud, on met pas du diesel, globalement, ça peut rapidement monter. Donc, le coût non plus n'est pas donné en termes d'essence. Mais après, c'est comme tout, hein, comme a dit Laura, on fait attention, on fait pas des folies, on n'achète pas n'importe quoi. On peut vivre pour après 1500 dollars pour deux. Dans tous les cas, si vous partez seul acheter un van ou un break, ça se fait très bien, le format break, le format voiture familiale, hein, qui sont aussi classiques en Nouvelle-Zélande. Parce j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pénurie de vannes, donc en fait ils sont transformés des familiales, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et en fait on peut quand même s'en sortir pour pas très cher, hein. Vous téléchargez l'application Witicamp, Campermate, vous regardez un petit peu les douches chaudes gratuites ou payantes. Moi par exemple je me douchais en 2017 quand j'étais en Nouvelle-Zélande dans des piscines, hein, donc tu peux te doucher dans des piscines. Tu apprends à vivre un peu à l'arrache au final, hein, mais bon, ça marche. C'est des souvenirs qui sont extraordinaires. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit qui t'a vraiment marqué en Nouvelle-Zélande et que tu veux recommander aux gens qui regardent la vidéo? Et il y en a plein. Après, l'activité qui m'a vraiment marqué, c'était à Kekura, où on a pu voir les baleines et on a pu nager avec les dauphins sauvages. Donc là, ça c'était vraiment une expérience incroyable. Après, l'île du Sud, hein, de manière générale, hein, l'île du Sud, c'est vrai que c'est à faire, hein, faut pas la louper. Le tour de l'île du Sud.
Et sinon, c'est les sources d'eau chaude. Enfin, tous ces paysages un peu. Il y a vraiment des paysages diversifiés. Il y a tellement de souvenirs différents que je peux pas vraiment dire que j'ai préféré un endroit qu'un autre. C'est la Nouvelle-Zélande globalement que j'ai aimé, quoi. Voilà. Comme a dit Laura, je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur l'île sud, ce côté plutôt sauvage, ce côté vraiment nature, trekking, tramping comme on dit en Nouvelle-Zélande, et la partie plutôt nord où en fait il y a ce côté un petit peu plus culture avec Wellington où il y a quand même vraiment des richesses en termes de musées. À Auckland pareil, il y a comme une richesse. La ville de Rotorua où en fait il y a des sources thermales qui sont vraiment exceptionnelles et d'ailleurs le village maorien qui vit des sources thermales est un des meilleurs souvenirs en Nouvelle-Zélande du Nord. Ben voilà, vous allez vraiment, enfin même les plages paradisiaques de Coromandel qui, en fait, c'est vraiment deux îles totalement différentes. Je pense qu'on est vraiment en train de comparer deux extrêmes, mais concentrez-vous quand même sur l'île sud. Je pense qu'il faut quand même, je dirais que si vous avez un mois de vacances, une semaine au nord, 3 semaines au sud, en gros. Moi, c'est ce que je trouve. Après, voilà, ça dépend ce que vous recherchez, bien sûr. Hein. Il y a des très belles plages aussi au nord, des très belles plages au sud, mais ce côté vraiment nature, je pense que c'est vraiment la Nouvelle-Zélande du Sud qui l'emporte dans tous les cas. Est-ce que tu as un truc à rajouter, un dernier conseil à donner aux backpackers qui partent, que tu aimerais mettre en avant dans cette vidéo? De pas avoir peur de partir, de pas se donner trop d'excuses. Si on a envie de partir, faut le faire. C'est simple, même si on n'a pas trop d'argent de côté, comme tu l'as dit, c'est possible d'arriver et de bosser et de se mettre de l'argent de côté pour voyager. On a rencontré des gens qui venaient de partout dans le monde et qui n'avaient pas forcément les mêmes moyens et qui ont fait la même chose, donc tout est possible. Et surtout, vous allez rencontrer des gens incroyables et ça va vous forger pour tout votre chemin de vie. Donc c'est à faire. Voilà. Partez en Nouvelle-Zélande, partez en Australie, partez en programme des vacances travail ou autour du monde pour aller chercher certaines réponses à vos questions que vous posez aujourd'hui. Peut-être que vous doutez dans le monde professionnel, vous doutez dans votre relation, vous doutez dans votre quotidien tout court. Allez chercher certaines réponses et revenez avec certaines réponses. Vous allez vous trouver des vocations, vous allez vous trouver des amis. Et pour moi, le voyage, ça sert uniquement à ça. C'est bien sûr découvrir des paysages, mais bon, à un moment donné, les paysages, c'est très bien, mais vous allez vous enlacer si vous passez toute votre vie à voyager. Surtout, je pense qu'aller chercher certaines réponses concrètes que vous posez, et vous allez revenir vraiment plus fort mentalement et sur tous les points, et c'est ça qui est fabuleux. Ouais, complètement, c'est ça. Et donc, pendant ton voyage, tu as décidé de créer un petit blog, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc, on a monté un blog qui s'appelle Aikoikoi, qui veut dire voyager, vagabonder en maori. C'est pour ça qu'on a choisi ce nom-là. Des gens nous demandent souvent. Et pourquoi Aikoikoi? Donc aussi le voyage vers soi. Donc voilà, c'est ce que je t'ai expliqué. On est parti parce qu'on cherchait des réponses. Et finalement, on s'est ouvert au monde pour finalement se recentrer sur soi-même. Donc, c'est un peu l'image de notre blog. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, donc, on est présent sur Instagram et sur Facebook. Donc, je vous invite à voir Aikoikoi, où aujourd'hui, on donne des conseils aussi aux voyageurs sur la Nouvelle-Zélande. On vous propose du coup du contenu plutôt visuel sur Instagram et on aide aussi quelques voyageurs à préparer leur PVT. Ouais. D'accord, donc on mettra le lien du blog juste en bas de la vidéo, en description sur YouTube. Vous avez juste à cliquer en bas de la vidéo. Donc si vous voulez préparer sur la partie Nouvelle-Zélande, en tout cas actuellement ce blog traite de la Nouvelle-Zélande. Et donc je vous invite à vous abonner sur ces Instagram, sur ces Facebook et sur ces différents réseaux sociaux. Et donc en fait sur ton blog tu donnes des conseils sur la Nouvelle-Zélande, c'est ça hein? Alors sur mon blog, oui, il y a des articles qu'on travaille tous les jours. On a voulu monter le blog en fait à notre tour. Le site existe déjà depuis 1 an, mais on va vraiment travailler nos articles au fur et à mesure. Mais voilà, sur le blog c'est plus notre aventure, nos conseils. Sur Facebook, on fait des petits mini-articles pour parler d'un endroit en particulier. Alors sur Instagram, c'est vraiment uniquement nos photos. Voilà. On va travailler aussi nos vidéos qui vont sortir tout au long de l'année. Mais voilà, donc on a un peu de... Donc aussi sur YouTube, tu as une chaîne YouTube? On a une chaîne YouTube qui est vraiment peu développée. On a pour l'instant qu'une petite vidéo. Mais bon, c'est déjà ça, mais on a une chaîne YouTube qu'on ne voit pas trop pour l'instant parce qu'elle n'a pas lieu d'être... Oui, voilà, pour l'instant, d'accord. Voilà, écoutez, si vous partez en Nouvelle-Zélande, renseignez-vous en tout cas sur ce blog qui a l'air bien sympa. En tout cas, merci pour ton retour d'expérience sur la partie Nouvelle-Zélande. J'espère que ton blog va pouvoir bien marcher à l'avenir en créant du contenu de qualité. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et le plus important, c'est de se faire plaisir avant tout. C'est l'objectif. C'est clair. En tout cas,
À très bientôt pour des prochaines vidéos. Si un jour tu veux témoigner sur l'Australie, si tu pars un jour en PVT Australie par exemple, Peut-être. parce que voilà, tu es encore jeune. Et en tout cas, profite bien de l'instant présent. Et en tout cas, on se retrouve à des prochaines vidéos. Comme on dit, on ne sait jamais. Ouais, c'est clair. Peut-être à Bordeaux, peut-être, j'en sais rien. En Australie, en Peut-être en Nouvelle-Calédonie. Australie, exactement. Voilà. Allez, Et ben, merci à toi allez. et à très vite.